Bonjour à tous, comment ça va déjà? On va commencer par là. Ça va? Vous avez passé une bonne journée? Euh, Comme il a été dit, du coup je m'appelle Luc, je suis ingénieur chez Nirmata et aujourd'hui on va parler de Kyverno, on va parler d'IA et on va voir comment sécuriser vos agents IA grâce à Kyverno. Euh, Nirmata, c'est la boîte qui a créé Kyverno et qui l'a donné au CNCF. Et du coup, moi, je suis maintainer Kyverno à plein temps. C'est vraiment mon métier. Je passe ma journée à faire ça. Et aujourd'hui, on va voir en plusieurs points comment sécuriser nos agents. Dans un premier temps, qui est vraiment hyper à l'aise avec toute la notion d'agent, MCP, A2A et tout ça, ici dans la salle? Ok, on a pas mal de monde, c'est cool. Alors je suis désolé, la première partie, ça va être un rappel pour les gens qui ne connaissent pas forcément. Ce sera peut-être tout petit peu long pour vous. On verra ensuite comment appliquer IAM à MCP et pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser ça. On parlera un peu de MCP Gateways et à la fin, je vous ferai une démo vraiment de comment utiliser Kyverno pour sécuriser vos agents, quoi. Et après, il y aura une petite conclusion. Mon objectif avec cette présentation, c'est que vous compreniez pourquoi MCP, pourquoi on l'utilise, comment ça fonctionne. Il en ira de même avec A2A. On ne parlera pas trop de A2A dans ce talk. Comprendre aussi comment implémenter de l'IAM avec MCP, que ce soit nativement ou on verra avec Kyverno, avec des outils cloud natifs que vous utilisez peut-être tous déjà. Et comment du coup réutiliser ces outils dont je parlais à l'instant pour sécuriser vos MCP, notamment dans vos entreprises, si vous mettez déjà des agents en ligne. Est-ce qu'il y en a comme ça qui mettent des agents en ligne, là, qui ont des agents en production? Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quand même beaucoup moins de gens qui mettent des agents en production que de gens qui connaissent des choses avec des agents, et on va voir pourquoi aussi. Et mon objectif réel par rapport à cette présentation, c'est aussi que vous ressortez d'ici en étant un peu plus confiant quant à l'idée de mettre des agents IA en production et d'avoir on va dire un mindset un peu plus clair sur comment, en tout cas, commencer à sécuriser ça. On ne va pas parler de comment tout sécuriser, il y aura toujours potentiellement des gaps, mais au moins vous aurez une vision claire de ça. Des agents IA, du coup. Pourquoi est-ce qu'on parle d'agents IA? Historiquement, ce qu'on avait, et ce qu'on fait encore beaucoup tous, c'est on est là, on a notre LLM, et on va demander quelque chose, genre génère-moi un déploiement, pour Cube par exemple. Ce déploiement, on va ensuite le prendre, aller le copier-coller dans Cube. Potentiellement, on a une erreur, on va devoir renvoyer un truc au LLM pour qu'il le corrige, et ainsi de suite. Ce truc-là, c'est c'est très rébarbatif comme process. Et bon, vu qu'on est des ingénieurs, on adore tout automatiser. L'idée, du coup, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un agent, quelque chose qui parle au LLM à notre place et qui fasse les actions, du coup, à notre place, qui aille, par exemple, automatiquement corriger via le LLM en disant ok, j'ai vu que j'ai fait une erreur, je vais aller corriger ça automatiquement, et ainsi de suite. C'est ce qu'on a fait, du coup. Les agents, vous allez avoir le même principe d'une UI avec lequel l'utilisateur peut interagir. Vous allez avoir un back-end, et c'est ce back-end-là, en fait, qui va aller et parler à des tools, on en voyait avant, genre, je sais pas, Kubernetes, une DB, ce que vous voulez, et discuter avec le LLM, via nous ce qu'on lui transmet en tant qu'action. Du coup, qui dit discuter avec des tools demande de discuter avec des choses via des protocoles. Historiquement, on avait SQL, par exemple, si vous vouliez parler avec les DB, donc ça veut dire que notre agent devait implémenter toute une couche SQL. Pareil, si vous implémentiez via Kubernetes, enfin, si vous vouliez agir sur Kubernetes, kubectl. Si vous vouliez parler à d'autres agents, parce que là, on n'a qu'un agent en isolation, il faut parfois que nos agents se parlent, on discutait par exemple en REST ou via une queue ou via quelque chose comme ça. Et le problème de ça, c'est que ça manque de standardisation et ça manque de fluidification quand on veut faire quelque chose. Chacun est obligé de réimplémenter sa stack code, hein, je parle, SQL, kubectl, faire du REST, et du coup l'API n'est pas uniformisée. Ce qui est un peu un frein quand on essaye d'aller vite et de créer de nouveaux agents. L'idée, du coup, c'est qu'il y a deux protocoles qui ont émergé de ça. Le premier, MCP, qui a été créé par Anthropic, qui permet en fait de parler avec des tools qu'on utilise tous les jours, que ce soit Kubernetes, que ce soit des DB, que ce soit même des API, que ce soit un file system, ça peut être n'importe quoi.
Et à côté, on a A2A, qui est un protocole de Google qui a été fait pour parler d'agent à agent et uniformiser la transmission d'informations entre des agents. Le problème du coup des agents, c'est que ça ouvre des nouvelles portes à des attaques et ça augmente, actuellement on le voit, le périmètre des choses qui sont possibles de faire pour des gens un peu malicieux qui veulent récupérer des données ou faire crasher des choses, ou même parfois en entreprise. Je vous ai mis quelques exemples ici. Le premier, c'est un truc qui a fait pas mal parler dans le milieu de l'IA, c'est Replit l'année dernière qui a perdu sa base de données de prod. Et l'agent qu'ils avaient utilisé a aussi décidé, pour corriger le truc, de créer 4000 utilisateurs. Il a dit, bon, vas-y, je corrige ça comme ça. Il y a des nouvelles attaques du coup, qui apparaissent. On a tous entendu parler, par exemple, de prompt injection, où on essaie de faire un prompt pour que l'agent fasse quelque chose qui est inattendu. Il faut savoir qu'un agent, ça a une mémoire, un peu comme nous, pour que derrière, ça puisse répéter des actions et d'être un peu plus déterministe. Un agent, par défaut, c'est pas du tout déterministe. On n'est jamais sûr de ce qui va nous sortir. Et il y a des gens qui se sont amusés à dire est-ce qu'on peut empoisonner cette mémoire pour que plus tard, quand je run une commande bien précise, il y ait quelque chose d'autre, que l'agent fasse quelque chose d'autre que ce qu'on avait prévu au départ. Et du coup, ils ont réussi à faire ça. Et au final, toutes ces petites failles de sécurité, ça crée des leaks de data. Par exemple, Salesforce, où ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire leak des data via leur agent, des leaks des data de prod, du coup. Et c'est pas vraiment un nouveau problème, mais on va voir, et du coup, on va voir que on a déjà des solutions qui existent pour corriger tous ces trucs-là. Et c'est là qu'intervient IAM. Pourquoi appliquer du coup IAM à MCP? Si on regarde un peu l'OWASP, que ce soit pour la question des API ou que ce soit pour l'OWASP LLM, qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, on voit qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont liées à l'authentification et à l'autorisation. En fait, là, une grande majorité des choses dans l'OWASP, en fait, ça tourne autour de ça. Après, du coup, je vous dis, attendez, utilisez OWASP, regardez OWASP et regardez l'API. Est-ce que les agents, derrière, c'est vraiment des API? C'est ce qu'on va voir un peu en détail. MCP, par défaut, c'est comme n'importe quelle API, c'est du client-serveur. Vous avez, du coup, l'idée de MCP, comme je vous disais, c'est de présenter une liste de tools à l'agent pour que l'agent ensuite aille faire quelque chose. Notez bien que l'idée d'un agent et de MCP, c'est que l'agent va lui-même déterminer ce qu'il doit appeler. Ce n'est pas nous qui allons dire « appelle telle méthode », on va lui dire « salut, j'ai besoin de créer un pod ». Et lui, il va aller récupérer toute la liste des actions depuis un serveur MCP et dire « ah je vois qu'il y a une méthode qui me permet de faire ça » et aller le faire. Ce n'est pas nous qui allons choisir comme dans une API classique. C'est là où est tout le risque d'ailleurs. Du coup, comment ça marche? On a un client. Ce client, il garde une connexion avec un serveur en permanence. Il faut faire attention, MCP, jusqu'à maintenant, c'est stateful. Du coup, le MCP serveur, lui, expose des tools au client. Il expose aussi plein d'autres choses. Il n'y a pas que des tools. Dans ce talk-là, je parlerai vraiment que de la partie tool. Mais tout ce que je raconte ici s'applique aux autres parties du protocole MCP, bien entendu. Et derrière, l'appel, par exemple, vous voyez ici, il y a un K8s list pod, qui est une fonction fournie par notre serveur MCP. Donc, le client va appeler ce K8s list pod via le protocole MCP, et le serveur va appeler, lui, un kubectl getpods, par exemple, derrière. L'idée, du coup, c'est qu'on a une indirection. Le serveur, lui, va juste créer cette indirection entre notre host et notre ressource. Et derrière, en fait, qu'est-ce que c'est MCP? C'est du JSON RPC 2.0. On va avoir une idée de, quand on fait une requête, on a une méthode, on a des paramètres. Ces méthodes-là, elles sont définies à l'avance. On connaît déjà toutes les méthodes de MCP, d'accord? Il y a tool calls, tool list, init, plein de choses comme ça. Derrière, on va lui passer des paramètres pour que notre RPC, en fait, elle s'exécute correctement. Ça va nous retourner une réponse, et souvent, la réponse, c'est ce qui va être interprété par le LLM, qui va nous retourner après quelque chose un peu plus propre, je veux dire, ou un peu plus contextualisé, en tout cas. Du coup, vous êtes en droit de vous dire, mais attendez, MCP, c'est juste du JSON RPC. Non, pas vraiment. En fait, ça se base sur JSON RPC, mais il y a quand même beaucoup de choses en plus. Premièrement, c'est un protocole stateful. On verra par la suite que dès qu'on veut utiliser des gateways, le fait que ce soit un protocole stateful, ça rend la chose pas forcément hyper simple, ou en tout cas pas trivial via les outils qu'on a actuellement.
Il y a toute une couche sémantique dont je ne vous ai pas forcément parlé parce que ce n'est pas le but de Stalk, mais pour le LLM, je vous ai dit que c'est le LLM qui choisit l'action. Pour choisir l'action, il ne va pas juste se baser sur le nom de la méthode, il va par exemple se baser sur une description, il va se baser sur des choses comme ça. Ça, c'est implémenté de base dans le protocole MCP, c'est prévu pour ça. Et du coup, il y a plein d'autres choses, par exemple des capability negotiation, où l'agent va aller, l'agent et du coup le MCP server vont au départ négocier qu'est-ce que le MCP server est capable de faire ou pas. Du coup, c'est pas que du JSON RPC basique. Je vous parlais d'IAM tout à l'heure, du coup c'est intéressant d'aller voir comment est-ce que qu'est-ce qui nous est fourni par le protocole, que ce soit A2A ou MCP, pour faire de l'autorisation. MCP, par défaut, intègre dans son protocole tout un flow de requêtes qui est basé sur OAuth 2.1. Et A2A actuellement n'implémente pas OAuth 2.1. Alors je ne sais plus de mémoire ce qu'il implémente, mais il faut savoir que c'est en discussion chez A2A pour implémenter cette norme-là. Et pourquoi c'est important? Parce que si vous avez deux standards et qu'il y en a un qui est un peu moins safe que l'autre, la sécurité elle sera toujours au niveau du moins safe. Donc faites attention, si vous décidez de sécuriser tous vos protocoles, faites en sorte que vous ayez, si vous utilisez de l'authentification native, faites en sorte que tout soit au même niveau, quoi. Ou alors attendez-vous à ce que tout soit, enfin, qu'il n'y ait que les garanties d'autorisation de OAuth 2.0 par exemple pour votre MCP. En faisant ça, du coup, actuellement, ce que nous fournit MCP, c'est de dire que le token, que l'autorisation, elle doit être faite par chaque serveur MCP indépendamment. Ce que ça veut dire, c'est que chaque MCP serveur est son propre OAuth resource serveur, et c'est lui qui va gérer ses tokens, c'est lui qui va vraiment tout faire en interne, en fait. La problématique de ça, c'est que du coup, si on a des third parties, donc des MCP serveurs tierces, on n'est pas sûr de ce qu'ils implémentent. Est-ce qu'ils l'implémentent bien? Est-ce qu'ils font vraiment toute la logique correctement pour checker tout ce qui est la partie haute? Est-ce qu'ils sont aussi intégrables dans notre cluster? Parce que c'est pas dit que si on a de la logique hyper précise, on ne peut pas l'utiliser, quoi. Vous avez du coup des audit trails qui vont être dispersés. Si vous avez plein de logs, l'audit trail il est potentiellement, il va falloir vraiment récupérer potentiellement tous les logs et ainsi de suite. Et du coup, vous avez vraiment aussi de la duplication de code potentiellement. Si vous êtes dans une boîte, il va falloir créer des packages, créer vraiment toute une couche haute vous-même. Et l'idée, du coup, c'est qu'il y a beaucoup quand on parle un peu à beaucoup de boîtes, OAuth, comme il est implémenté actuellement, en tout cas, c'est un no starter. Parce que, en fait, l'idée de MCP, c'est qu'il a été conçu pour un usage, on va dire SaaS, où tout le monde sur Internet peut se connecter. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous avez utilisé les MCP de GitHub ou des choses comme ça. L'idée, c'est qu'on se base beaucoup sur des enregistrements dynamiques du MCP server. Et ça, dans beaucoup de boîtes, c'est juste un non catégorique, en fait. Et les besoins, du coup, en entreprise, ils sont hyper différents des besoins qu'on a dans la vie de tous les jours quand on veut accéder à une ressource. Par exemple, on a besoin de savoir vraiment qui, mais en termes de personnes, accède à quelle ressource, comment que cet appel-là il soit logué quelque part pour que plus tard, si on a un audit, on puisse récupérer cet audit et faire quelque chose avec. Et ça, par défaut, le OAuth dans MCP, il ne le permet pas. Il va falloir qu'on ajoute le code pour vraiment le faire partout. Du coup, ça va être l'occasion pour moi de vous parler des MCP Gateways, et en fait, qui est un pattern qu'on utilise déjà en production dans n'importe quel en écosystème cloud native. L'idée, on va se baser déjà on va prendre l'identité et on va faire vraiment de l'identity first. C'est-à-dire qu'on va récupérer vraiment l'identité de la personne pour aller identifier notre client MCP. Enfin, l'appelant en tout cas. L'idée de ça, c'est vraiment de dire, moi, je sais pas, j'ai une adresse mail, on va l'identifier par exemple par mon adresse mail, et c'est vraiment moi, c'est mon token avec mes claims, mon groupe et tout ça, qui seront passés derrière au serveur MCP. Pas juste des claims comme ça.
Ce qui est important aussi, je ne l'ai pas mis dans le schéma pour ne pas le complexifier, mais si vous utilisez un agent, potentiellement avoir l'identité chiffrée de l'agent en utilisant MTLS, en utilisant quelque chose comme ça, pour assurer que l'agent auquel vous parlez, c'est bien l'agent, c'est bien celui que vous pensez qu'il est, quoi. À partir de ça, en fait, on va pouvoir commencer à se poser la question de comment déporter, de découpler l'accès, la partie accès qu'on veut faire, au code applicatif en lui-même. Pour ça, on va utiliser un PDP externe. Alors pour ceux qui ne sont pas experts dans les trucs de haute, PDP, c'est Policy Decision Points. C'est l'endroit où on va prendre la décision d'autoriser ou non un appel, par exemple. Et du coup, l'idée, c'est que ça va être au serveur MCP, potentiellement, de dire, d'appeler ce Policy Decision Point, et ce Policy Decision Point, c'est lui qui va faire vraiment, prendre la policy et regarder si on a le droit ou non de faire quelque chose. Ce que ça permet de faire, c'est que du coup, on a un point qui va décider pour nous si l'autorisation est bonne ou pas, et donc tous nos serveurs MCP peuvent commencer à appeler ça. Et en fait, ce pattern-là, c'est un pattern qu'on a déjà vu. Souvent, ce qu'on fait, si je prends des API HTTP basiques, on a du coup une gateway. Cette gateway-là, elle utilise un protocole du genre, si je prends Envoy External Authorization, elle va appeler un PDP externe, et derrière, en fonction de la réponse, elle va forward la requête, ou elle va dire, OK, stop, on arrête, quoi. Ce que ça permet, c'est que du coup, on délègue vraiment toute la partie autorisation à une gateway qu'on contrôle, qui est centralisée. Et cette gateway-là, elle va être en charge de vraiment gérer toute l'autorisation, en plus de juste faire la partie réseau, quoi. Ça va nous permettre aussi, du coup, je parlais tout à l'heure de logging, de ditting, de tracing, et de tout avoir au même endroit. Et du coup, ça va être un peu, pour moi l'occasion, du coup, de commencer à vous parler de comment implémenter ça. Alors, ce schéma-là, il fait hyper peur. Dans l'idée, c'est le même schéma que ce qu'on a vu avant, juste avec beaucoup plus de termes dedans. L'idée centrale, c'est que vous avez ici en bas vos tenants, donc qui sont vos serveurs MCP. Potentiellement, vous en avez plusieurs en parallèle. Et vous avez toute une partie en haut qui est centralisée. D'accord ? Cette partie centralisée, ce qu'on va faire, c'est que l'utilisateur, au départ, il va appeler Keycloak pour récupérer, dans notre exemple en tout cas, il va appeler Keycloak pour récupérer un token. On va envoyer une requête à une gateway. Cette gateway-là, en fait, avant qu'on forward la requête au MCP serveur, elle va appeler un PDP externe, dont je vous parlais avant. Dans notre cas, ce sera Kyverno OZ, qu'on verra juste après. Là-dessus, Kyverno OZ, en fait, il se base sur des policies Kyverno pour aller décider si la requête est valable ou pas. Et en fonction de ça, il va potentiellement appeler Keycloak, il va appeler DRBAC, il va appeler plein de choses. Et si Kyverno, du coup, estime que la requête est bonne en fonction de la policy qu'on lui a donnée, en fait, la gateway va juste forward la requête au MCP serveur. Et sinon, il va retourner une erreur au client en disant non, tu n'as pas le droit de faire ça. Qui dit autorisation centralisée, du coup, parce qu'on n'a qu'une seule gateway pour toute notre infra, théoriquement, ou en tout cas une partie de notre infra. Ça dit latence et potentiellement un SPOF. C'est pas parce qu'il y a des trade-offs du coup qu'il n'y a pas de moyen de les mitiger. On va voir que dans notre cas, au niveau des latences, on a du cache plus des règles compilées qui font que l'évaluation des policiers elle est quand même hyper rapide. On estime actuellement que c'est inférieur à peu près à 10 millisecondes, ce qui est en plus la norme à peu près acceptable. Et du coup, on peut le mettre en déploiement haute disponibilité. Comme dans n'importe quel truc un peu central, il va juste falloir avoir beaucoup plus se concentrer beaucoup sur le rendre haute disponibilité, quoi. Et du coup, je vais vous introduire le premier composant, notre gateway. Cette gateway-là, elle s'appelle Agent Gateway. C'est un nouvel outil, c'est une nouvelle gateway qui implémente du coup Kubernetes Gateway API. Agent Gateway, c'est fait par les gens de Solo et ça a été donné à la Linux Foundation l'année dernière. Donc c'est en plus totalement open source.
Et l'idée, c'est que c'est un data plane qui est vraiment basé sur les protocoles AI natifs. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Tout à l'heure, je vous parlais de dire, par exemple, MCP, c'est stateful, c'est compliqué avec des outils comme Envoy actuellement qui ne prennent pas en charge bien les protocoles stateful comme ça. Et Agent Gateway, par exemple, a été fait pour ça. A été vraiment le besoin au départ, c'était de dire on a besoin d'une gateway pour MCP et pour A2A. Donc ils ont vraiment travaillé que là-dessus et c'était vraiment leur support. Alors bien sûr, maintenant, vous pouvez utiliser vos microservices normaux avec, mais c'est vraiment l'idée de départ, c'était ça. Et derrière, ils utilisent des protocoles déjà connus. Ils utilisent le protocole ext-auth de Envoy, dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de dire à chaque requête, OK, on va avoir un PDP externe, récupérer une réponse, et là-dessus, on va décider si la requête passe ou pas, quoi. Du coup, en parlant de PDP, je vais vous parler du coup de Kyverno Auth. Kyverno Auth, du coup, c'est Kyverno, mais appliqué au proxy Envoy ou au service HTTP normal. Pour ceux qui ne connaissent pas Kyverno, Kyverno, en fait, c'est un policy engine. On lui donne une policy et derrière, il est capable d'accepter ou non quelque chose. Pas forcément dans le cas de Auth, mais dans Kube, dans tout ça. Et l'idée, du coup, c'est qu'on va créer des policies et c'est ce qui va nous servir, du coup, à faire notre autorisation. Et pour le coup, on n'avait pas envie, en créant Kyverno Auth, de faire une énième API que vous allez devoir apprendre. Du coup, on a décidé de reprendre les mêmes validating policies que le Kyverno K8s natif, que vous connaissez sûrement tous. Ces validating policies, du coup, elles sont, pour info, elles sont passées en V1 hier, avec la sortie de V1.17. Donc, en plus, c'est une API qui n'est pas en alpha, hein, c'est vraiment une API qu'on connaît et qui est là pour durer. Et l'idée, c'est qu'on va se baser sur des librairies CEL. Donc, CEL, c'est pour Common Expression Language. C'est quelque chose qui est dans Kubernetes, si vous avez déjà fait des policies Kube. Donc il y a un langage à proprement parler pour manipuler les requêtes, que ce soit MCP ou même HTTP, et pour répondre aussi. Donc, bon, je vous montrerai un exemple juste après. L'anatomie d'une policy Kyverno, ça ressemble à ça. L'idée, c'est que, alors comme dans n'importe quelle ressource Kube, ça va être en YAML, on a tout le haut, le header avec API, kind et tout ça. Vu qu'on utilise la même API, on a besoin d'un evaluation mode pour éviter que le Kyverno core Kubernetes, lui, aille pique ces trucs-là et dise bah ouais, mais là, je ne sais pas quoi faire avec. Et après, on va avoir trois grandes parties, et c'est les seules choses que vous aurez à configurer à chaque fois. C'est des variables que vous pourrez réutiliser dans votre policy, donc si vous n'aurez pas à écrire des expressions de 15 pieds de long à chaque fois. Une match condition, comme dans n'importe quelle chose, on a besoin de dire bah, je ne veux pas que cette policy-là elle s'applique à tout mon cluster, je veux qu'elle, toutes mes requêtes, je veux que ça s'applique juste à cette requête-là spécifiquement. Et après, vous avez la partie validation, où l'idée c'est de retourner du coup des requêtes, enfin vraiment le retour HTTP de ce truc-là. À quoi ça ressemble du coup? Je vous parlais de cell. En fait, on va avoir quelque chose dans ce genre-là. Je vous parle que des variables, mais l'idée des variables, c'est que vous avez vraiment des fonctions que vous pouvez appeler sur des objets. Ça ressemble un peu à n'importe quel langage que vous avez déjà vu. Là, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on reçoit une requête MCP en entrée. Cette requête MCP-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer certains de ces arguments, notamment l'argument namespace, et on va aller regarder si ce namespace-là, il appartient à un des namespaces qu'on a mis dans un tableau. Et après, donc, bon, je vous passe la match condition. L'idée de la match condition, encore une fois, c'est juste de vérifier que la ressource est la bonne. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder que le tool qu'on appelle, c'est K8s getResource. Si c'est un autre tool MCP qu'on essaie d'appeler, bah, la policy ne sera juste pas évaluée du tout. Et du coup, la validation, on va dire, vous vous souvenez du allow namespace, on va juste dire, OK, est-ce que c'est un namespace qu'on a envie ou pas? Et là-dessus, on va juste aller dire si c'est un namespace qu'on autorise, alors on allow et on répond. Et si c'est un namespace qu'on n'autorise pas, bah, juste on deny avec une erreur 403, 401, ce que vous voulez. Et derrière, vous faites la réponse. Pourquoi est-ce qu'il y a cette histoire de réponse? Parce que derrière, en fait, il y a vraiment besoin d'une réponse à Envoy. Ce que ça veut dire aussi, c'est que avec ça, on est capable d'enrichir ce qu'on retourne à Envoy, à Agent Gateway. Parce qu'on retourne une vraie requête complète. Donc on est capable vraiment de renvoyer tout ce qu'on veut avec.
Et il est temps du coup pour moi de vous montrer un petit exemple de comment, en tout cas, sécuriser MCP. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Il faut que je sorte de ça, c'est pas mal. Dans notre cluster, du coup, j'ai déployé un Keycloak, d'accord. Ce Keycloak là, on voit qu'il a, c'est mieux si je me connecte. Ce Keycloak là, on voit qu'il a du coup des groupes, et ces groupes-là, ils ont des users. Donc on a un groupe admin, un groupe dev. Dans l'idée, le groupe dev, il a accès qu'à un namespace dev, et le groupe admin a accès à littéralement tout le cluster, d'accord. Comment ça se passe? C'est que derrière, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis ça. En fait, on a juste des airbags. Ces airbags-là, donc on a vraiment des role binding cubes basiques. En fait, ça c'est vraiment un setup basique de cube pour setup des utilisateurs, avec des groupes et ainsi de suite. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, si je fais ici, je me mets en dev, je ne peux pas récupérer, par exemple, tous les pods du cluster. Vous voyez, pod is forbidden. Par contre, si je fais la même chose avec mon utilisateur admin, là, normalement, c'est bon. Donc ça, c'est pour la partie vraiment Keycloak. Pour la partie, du coup, Agent Gateway, donc c'est notre gateway d'entrée. Notre gateway, en fait, la seule chose qu'elle va avoir à faire, c'est rediriger tout le trafic vers notre serveur MCP. Actuellement, on n'en a qu'un, on pourra en avoir plusieurs. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on utilise l'API Gateway de Kubernetes. Donc on va définir ici une gateway, vous voyez, comme ça, avec une gateway class name. Il faut installer auparavant l'opérateur agent gateway et tout ça. Et en fait, on va lui dire, on va avoir un MCP backend. Ce MCP, c'est juste, on va lui donner des targets. Ici, c'est un service cube où on a du coup un serveur MCP qui tourne dans notre cluster. Et voilà. Et pour, du coup, ce qu'on a envie, c'est que notre gateway, je vous parlais de PDP tout à l'heure, notre gateway, on a besoin quand même qu'elle aille faire des appels externes à chaque fois qu'on fait un appel pour aller vérifier. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on a une notion de Agent Gateway Policy. Et là, c'est là qu'on va faire le lien avec notre autre serveur. C'est là qu'on va dire, en fait, en appliquant ça, à chaque fois qu'on va faire une requête sur notre gateway, il va aller checker notre Kyverno Hosts. Du coup, actuellement, si j'utilise du coup MCP Inspector, je vais faire ça comme ça. MCP Inspector, du coup, c'est un tool pour pouvoir parler avec MCP sans avoir à faire des curls. C'est un peu plus visible pour tout le monde. L'idée, c'est que, en fait, on voit ici que on peut faire à peu près n'importe quel call, en fait. Supposons que, même pas supposons, en fait, si j'ai besoin de faire un kubectl getPod-a, ici je peux le lancer et vous allez voir en fait que c'est passé par le MCP server. Le MCP server lui a fait la requête kubectl pour moi et voilà. Ça, potentiellement, ça peut être un gros problème de sécurité. Pourquoi? Parce que si je suis user dev et que j'ai accès actuellement à ce serveur-là, bah, je peux aller faire n'importe quoi dans le cluster et c'est pas surveillé, rien du tout. La première étape du coup qu'on peut faire pour sécuriser ça, c'est de se dire, bon, alors déjà, sécurisons, juste n'autorisons pas de user à se connecter sans autorisation. Ici, on voit qu'on a un bearer token, même si je l'active, en fait, ça ne va rien faire. Bon, je vous demanderai de me croire là-dessus. Comment est-ce qu'on fait ça, du coup? Comment est-ce qu'on dit, OK, j'ai envie de faire en sorte que tous mes utilisateurs aient un token valide? On va créer une policy Kyverno. Cette policy Kyverno, comme je vous ai dit, donc une validating policy, evaluation envoy, jusque-là, rien de très nouveau. Et ce qu'on va dire, c'est qu'on a ici, on va commencer par créer des variables. Et ces variables-là, en fait, qu'est-ce qu'on a? De quoi est-ce qu'on a besoin? Surtout, on a besoin de valider notre token. Donc, on va aller fetch les certificats depuis Keycloak. On va aller récupérer le token dans l'API. En fait, on va récupérer les headers, authorization, et on va aller récupérer vraiment la string, le token, quoi.
Et ensuite, on va décoder le JWT. Donc tout ça, ça utilise du coup Cell. C'est des fonctions Cell qu'on a implémentées dans Kyverno OZ pour le faire. Et ça, on veut l'appliquer absolument à tous les calls. Donc on n'aura pas de match condition ici. On veut vraiment que si on n'a pas de token sur n'importe quel call, ce ne soit pas appliqué. Et l'idée, ce qu'on va faire, donc vous voyez ici en plus, une fois qu'on a décodé, du coup, on a une notion de claim. On peut récupérer les claims du token. J'ai oublié de vous montrer, mais dans l'idée, ici, du coup, en fait, on a un token. Alors ça, c'est celui de l'admin, mais on a des claims, notamment le groupe et l'email. C'est ce qui va nous intéresser, nous, dans notre cas, surtout le groupe. Et l'idée, là-dedans, c'est que pour valider ça, on va faire, du coup, on va checker que le token est valide. Et si le token est valide, du coup, on va dire check que le user group appartient bien à un groupe qu'on connaît, parce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui a créé un groupe autre que ce qu'on autorise et qui accède du coup parce que le token serait valide quand même. Et derrière ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire tu as bien passé la validité, tu es dans un user group qu'on connaît, donc je allow la response. Ce que ça va faire, du coup, c'est que si on fait n'importe quel call, Kyverno va répondre allow, et derrière, c'est Agent Gateway qui va aller forward la requête. Donc on va appliquer ça. On va appliquer dans l'ordre de préférence. Ah oui. C'est mieux si j'ai les droits. Tac. Donc là, on voit que notre policy, elle existe. Et normalement, en faisant ça, pardon, si je retourne ici sur mon MCP Inspector, normalement, juste là, ah oui, bah, du coup, pardon, tac. Normalement, maintenant, j'ai plus le droit de me connecter si j'ai pas de token. Vous voyez, j'ai enlevé l'autorisation ici, donc je passe plus l'autorisation à mon serveur. Et si on va voir dans les logs, en fait, vous voyez ici, j'ai reçu un 403. 403 qui était ce qu'on avait configuré. Donc, comment je fais du coup pour que ça passe? Je vais lui passer du coup un token. Donc là, je retrouve de nouveau mon API avec lequel je peux me connecter. D'accord? Alors, je vous avais montré tout à l'heure que le token, c'est pas celui qu'on attendait, c'est celui de l'admin. Donc, on va prendre celui de dev quand même pour être raccord. Tac, on va copier ça là. Donc celui de dev, en fait, il ne change pas beaucoup. Hein. On peut aller l'inspecter rapidement. On voit que c'est juste le groupe qui change et l'email, potentiellement. À noter qu'ici, on pourrait avoir beaucoup d'autres claims. C'est un token hyper simple. On pourrait se baser sur le token pour faire beaucoup d'autres choses. Du coup, pour retourner à mon truc, donc là, on est connecté. Le problème, c'est que je peux toujours faire des choses un petit peu étranges, ou malicieuses en tout cas, avec mon token. Donc là, je suis bien connecté. On sait que je suis connecté avec un token de dev, mais je peux toujours faire des choses comme ça ou dire. J'espère que le namespace c'est bon. Prendre par exemple un pod, l'URL d'un pod, et aller la créer directement dans un namespace qui ne m'appartient pas. Je suis connecté en dev, je vais aller créer un namespace dans le namespace de l'admin team. Dans le namespace de l'admin team. Et là, on voit que j'ai bien créé mon namespace. Je peux aller vérifier si vous voulez. Et là, j'ai bien un pod qui run, quoi. Ce qui devrait juste pas arriver, du coup. Du coup, comment est-ce qu'on fait, à votre avis, pour limiter ça? C'est ça. Effectivement, on va faire une autre policy Kyverno qui fait ça, mais on va voir que c'est une policy un petit peu plus développée cette fois. Alors, vous allez retrouver du coup toute une partie qu'on a déjà vue. Cette partie-là, du coup, on ne serait pas obligé de la copier si on n'avait pas besoin du token. Dans mon cas, dans ce que j'ai fait, là, j'en ai besoin, donc je refais une validation du token. Ce qui va nous intéresser, ça va être déjà ceci. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par récupérer la requête et aller récupérer vraiment tout ce qui est les arguments de la requête. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais en fait, on a deux arguments qui sont passés à MCP, le namespace et l'URL.
Du coup, ce que vont faire ces variables, c'est qu'elles vont stocker le contenu de ces deux arguments. Là-dessus, on a les mêmes variables que tout à l'heure pour récupérer tout ce qui fait partie du JWT. Et en plus de ça, du coup, on va aller faire 2 autres calls. Ici, on passe un manifeste, du coup. Ce serait intéressant de pouvoir checker à l'avance, avant que la requête soit effectuée, ce qu'il y a dans ce manifeste-là. Pour faire ça, on a des variables cell qui existent, des fonctions cell pardon, qui existent, notamment unMarshal from URL, où on lui donne une URL et lui, il va aller nous récupérer l'objet qu'on va pouvoir utiliser. En fait, il va prendre cet objet-là en YAML, le parser, et du coup, on va pouvoir l'utiliser. Et ce qu'on va faire de ça, c'est qu'on va récupérer surtout le kind. La problématique d'autoriser des choses, par exemple dans Cube, si on prend que l'exemple de Cube, c'est que Cube a aussi son propre RBAC, d'accord ? On ne va pas s'amuser avec Kyverno à aller réécrire toute la partie RBAC de Cube, ce n'est pas l'intérêt. Par contre, Cube nous fournit un outil hyper intéressant, c'est les Subject Access Review. Les Subject Access Review, c'est vous lui donnez un user, vous lui donnez un groupe, donc ça c'est vraiment votre utilisateur qui a fait l'appel. Vous lui donnez un attribut de ressource, donc le groupe de la ressource, le namespace, le verbe que vous voulez faire. Vous postez ça dans Cube, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous dire « Ok, l'utilisateur machin a le droit de faire ou non cette requête-là dans Cube, en se basant sur les RBAC propres de Cube, d'accord ? On ne réinvente rien, vraiment, on demande à Cube de faire l'évaluation de cette policy-là pour nous. Du coup, c'est ce qu'on va utiliser en fait pour valider ou pas qu'on a le droit. Ici, vous voyez, en fait, la validation, c'est juste dire « Ok, on veut le statut ». On récupère le statut de ce qu'on a fait ici. En fait, on a posté, on a récupéré la réponse, on regarde le statut de ce truc-là, et on regarde si on est allowed true, en fait. Et on regarde si Cube nous autorise via les RBAC, via notre compte, à faire l'action qu'on veut faire. Donc là, dans l'occurrence, ça va être créer un pod dans le namespace qu'on lui spécifie ici, du coup. Et derrière, on veut, là cette fois, on a besoin d'une match condition parce que l'idée, c'est qu'on a ici, ça s'applique, cette policy-là, elle s'applique potentiellement qu'à un seul tool MCP, d'accord ? On ne veut pas que elle s'applique potentiellement à d'autres tools qui pourraient avoir un peu les mêmes, enfin sur la gateway, pardon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parser, on va regarder si c'est bien un tools call. Je vous disais tout à l'heure, MCP, ça vient avec, on connaît à l'avance toutes les méthodes de MCP. C'est pas comme du REST. Du coup, on sait déjà qu'on a une méthode qui s'appelle toolcall. Donc ça, c'est prévu dans Cell. Il y a tout un lot de variables comme ça. Et en fait, on va récupérer ce toolcall et dire, OK, est-ce que c'est bien le nom de ce tool-là ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois aller appliquer notre policy. Oui, c'est ça. Et normalement, à ce moment-là, on ne devrait plus avoir le droit de faire ça. Vous voyez, maintenant, je n'ai plus le droit du coup d'appliquer dans l'admin team. Par contre, je devrais avoir le droit d'appliquer dans la dev team. Et vous voyez, là, ça a marché. On peut faire le test aussi avec, du coup, le user admin. Donc, il faut que je supprime delete, je vais y arriver. J'avais déjà un pod qui tournait, je le supprime avant parce que si je ne le fais pas, ça va cracher, le MCP va cracher. Du coup, là j'ai un nouveau token admin. Je vais me reconnecter pour le bien de cette... Et du coup, si je mets admin team ici, normalement, ça marche maintenant. OK ? Du coup, c'est tout pour cette démo. L'idée de cette démo, c'est de vous montrer à quel point utiliser un PDP externe, que ce soit Kyverno, que ce soit OPA ou que ce soit quelque chose d'autre que n'existe pas forcément ou que je ne connais pas, peut vous permettre de sécuriser vos protocoles MCP et par extension, du coup, vos agents. Il faut savoir qu'il y a énormément d'améliorations possibles dans la démo. J'en ai listé quelques-unes, mais plus je travaille avec ce pattern-là, plus j'en vois. La première chose, c'est qu'actuellement, on est extrêmement dépendant de Xauth et de la gateway. Je parle vraiment au niveau Kyverno et au niveau PDP. Du coup, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, genre anonymiser les réponses, par exemple. Il y a des fois, on aimerait bien dire, avoir une policy qui lit la réponse et dit « Ok, j'anonymise tout » et comme ça, il n'y a pas de password qui peut leak, par exemple. Ça, actuellement, on n'est pas capable de le faire. J'ai découvert récemment qu'il y a d'autres moyens de le faire dans Agent Gateway,
mais actuellement, Kyverno ne les supporte pas, par exemple. Actuellement, Kyverno a pas de moyen, le Kyverno OZ, pardon, a pas le moyen de faire de l'hybride au sens des sidecars proprement. On a des problèmes de consistance et tout ça. On peut faire des sidecars si on a envie, mais on n'a pas un control plane pour tout gérer. Donc ça, c'est un problème. On parlait de scale et un peu des problèmes de SPOF et tout ça. Ce serait intéressant d'avoir quelque chose comme ça. Et un dernier point, c'est la maturité des API. Alors Kyverno Hôte, ça y est, c'est plus en bêta, mais Agent Gateway, il y a toujours, je crois que l'API est encore en alpha, par exemple. Donc il y a encore beaucoup de choses qui évoluent. Et moi, par exemple, c'est une démo que j'ai fait en décembre. J'ai dû tout réécrire entre décembre et là, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Pour conclure, du coup, ce talk, avant de partir sur de la protection hyper compliquée, de nouvelles attaques et tout ça, quand il s'agit d'agents, commencez déjà par authentifier, par sécuriser les protocoles sur lesquels ils travaillent et appliquer en fait des patterns que vous connaissez déjà. IAMS, on le fait ça depuis 20-30 ans. Il n'y a rien de nouveau et ces protocoles-là, ça fonctionne très bien d'appliquer de l'IAM à MCP et à A2A. Il faut juste avoir les outils. Au Hôte native, il faut vérifier bien que c'est compatible avec vos usages dans vos boîtes avant de vous lancer là-dedans. C'est pas un mauvais pattern, c'est juste que parfois il y a beaucoup de boîtes qui disent bah non, ça ne correspond pas à ce que nous on a besoin en prod. Que ce soit dans la méthode ou les outils, je ne réinventez pas la roue. On a déjà plein de choses qui tournent en prod. C'est déjà des patterns qu'on sait déjà faire. Réutilisez ce que vous savez déjà faire. Pour ceux qui s'intéressent à IAM, c'est une note un peu à part, mais le SANCF est en train de travailler sur un white paper IAM avec tous les patterns et toutes les appellations et tout ça pour faire du IAM dans du cloud native. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le publier. Pour l'instant, c'est qu'un Google Docs quelque part. Mais c'est hyper intéressant. Si vous avez l'occasion d'aller le chercher, je vous invite vraiment à aller le lire. Et pour terminer vraiment et ouvrir un peu à d'autres choses, je vous ai présenté l'IAM aujourd'hui. Mais ces patterns-là, en fait, ils sont applicables à énormément d'autres choses. Vous avez énormément d'outils cloud natifs qui tournent dans vos clusters, dans vos infrastructures. Utilisez-les en fait si vous voulez mettre des agents. Vous voulez contrôler des actions, vous avez les policy engines, vous avez ce que je vous ai montré, les gateways, les airbags, tout ça. Mais vous pouvez aussi vérifier que vos modèles sont bien ceux qui disent qu'ils sont, ou même vos serveurs MCP. Vous voulez isoler vos agents parce qu'ils peuvent potentiellement faire des choses sur les machines. Utilisez Falco par exemple, et ainsi de suite. Et en fait, ce que je vous présente là, ce pattern-là de surveiller via des outils cloud natifs que vous avez déjà, il est déjà applicable, juste il faut le faire. Et c'est tout pour moi. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Les questions? Ouais. Merci pour le talk, peut-être un peu près. Je me demande si vous aviez expérimenté Envoy AI Gateway et si ça avait fait partie de votre choix aussi à la place de Agent Gateway ou pas. Si j'ai testé avec quoi, pardon, j'ai mal entendu. Remplacer votre gateway à Agent Gateway par la gateway de Envoy. En plus, je vois que vous avez le sticker sur votre laptop. Si vous aviez testé la Envoy Gateway de... Je n'ai pas encore testé avec Envoy, très honnêtement. C'est vraiment dans ma to-do list parce qu'ils ont fait un gros travail là, sur 3-4 mois pour vraiment ramp up sur le sujet. Et je pense qu'ils sont au-dessus d'Agent Gateway peut-être actuellement, de ce que j'ai vu en tout cas sur le papier. Je ne saurais pas vous dire. Enfin, pas vous dire en ayant testé, ça je veux dire. Non, pour le coup, le pattern que je vous ai présenté là fonctionne de la même manière parce que c'est le même protocole pour faire de l'external auth. Par contre, il doit y avoir, je pense, des différences minimes sur ce qu'on peut faire et tout ça. Ok, merci. D'autres questions? Bonjour, Bonjour. Merci pour le talk. Moi, j'ai une petite question. Quand est-ce qu'on prévoit d'avoir ça sur les environnements cloud, notamment avec Azure par exemple? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un cluster cube avec du Kyverno déployé dedans? Ou est-ce qu'on peut l'avoir en mode managé Alors effectivement, j'en ai pas parlé. Ce Agent Gateway là,
Pardon, pas Solution Gateway. Alors déjà, si Agent Gateway, par exemple, est disponible hors de Cube. C'est pas ProCube. Il y a même dans leur doc, vous avez 2 passes, en fait, un cube, un pas cube. Et c'est pareil pour Kyverno Hot Server. Kyverno Hot, ça a été conçu pour techniquement fonctionner hors de Cube. Ça rely encore sur pas mal d'API et je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire pour que ce soit vraiment viable en production, pour être très honnête. Notamment au niveau de toute la problématique de consommation de policy, par exemple. On ne peut pas se baser que sur que sur Cube pour récupérer ça. Donc on passe par OCI, on passe par d'autres choses. C'est pas forcément parfait. C'est là où on a, je pense, du travail à faire. Mais actuellement, c'est disponible hors de Cube et vous pourriez très bien le faire tourner hors de Cube, je pense. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions? Merci. Merci à tous.